Il est très difficile de dire en un seul mot ce qui se joue actuellement. Ou, pour reprendre les termes d'Henri Bergson, de montrer du doigt la direction ou la marche du monde. Et je crois que la même difficulté, on la ressent lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'état des connaissances actuelles, comment elles sont produites, où est-ce qu'elles sont produites. Nous venons de voir la carte que Stéphanie nous a montrée. L'essentiel des connaissances est produit au nord du monde. Qui en sont les auteurs? Quels en sont les circuits de circulation? Parce que les savoirs doivent circuler. Et surtout, qui servent-elles les connaissances et à quoi servent-elles? Pouvons-nous en parler comme s'il s'agissait de biens communs? Ou sont-elles inéluctablement condamnées à rejoindre le statut de marchandises privées? Je crois qu'il est impossible de fêter cet anniversaire si on ne se penche pas sur ces questions fondamentales. Et donc, au regard de la politique de la connaissance, ce qui me préoccupe aujourd'hui, au premier chef, je dirais que c'est la situation techno-écologique de la planète. Et par-delà elle, les questions de vivabilité et d'habitabilité. Des questions qui ont trait à l'innovation pour la démocratie, des questions qui ont trait à la protection des moyens d'existence, notamment les moyens d'existence des plus faibles parmi nous, des questions qui ont trait à ce qu'il nous faut appeler la création générale, c'est-à-dire notre rapport au monde et aux multiples êtres vivants qui le composent. Il me semble que c'est autour de ces questions que s'articule la politique de la connaissance dans le monde contemporain. Si, effectivement, il nous faut envisager celui-ci, ce monde, du point de vue de sa durabilité. Et je pense qu'au nord comme au sud, cette série d'interrogations est à la base des grandes mutations du regard, mutations en cours dans le champ intellectuel contemporain. Alors, certaines de ces mutations sont le résultat de la critique de l'eurocentrisme. Et cette critique a permis, entre autres, de replacer au centre des débats des questions liées, par exemple, à la mémoire coloniale et par ricochet, celle de l'en commun, c'est-à-dire la possibilité de relations autres, d'autres manières d'habiter la terre et surtout de la réparer. Aujourd'hui, en effet, de nouveaux voyages de la pensée nous entraînent inéluctablement vers d'autres rivages. Nous savons dorénavant que le capitalisme fossile, par exemple, repose
sur une organisation des rapports à la nature qui coupe l'humanité de ses relations vitales à tous les autres êtres vivants. Nous comprenons mieux comment notre agir politique, notre être de vivant, sont pris dans le tissu de vie autre que la nôtre. Nous sommes davantage conscients du fait que, durant notre passage sur Terre, nous participons à des écologies de sens et à des histoires communes avec d'autres humains et avec d'autres espèces. Nous savons désormais qu'au-delà du réchauffement climatique et des énergies fossiles, il y a une dimension cosmologique de l'écologie. Tout cela, nous commençons à en être un peu plus conscients qu'hier. Et c'est grâce à la production d'une nouvelle génération de savoirs dans diverses disciplines. Et c'est tout cela, me semble-t-il, qui nous permet de comprendre que bâtir des mondes habitables, entretenir des sols vivants et résilients, soutenir des vies, exige que l'on puisse identifier ensemble des causes communes. Mais pour pouvoir identifier des causes communes, il faut s'interroger ensemble sur ce que ce moment singulier de notre histoire ouvre comme possibilité, sur ce qui, dans notre arsenal critique, peut encore servir et à quoi, mais aussi sur ce qui, dans ce même arsenal critique, ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus parce que le monde a changé ou, de toutes les façons, est en voie de changement. Et tel étant le cas, il faut alors apprendre à répondre, cette fois-ci ensemble, à la question de savoir comment fait-on pour que la critique contribue à ouvrir les chemins de demain. Et c'est autour de cette question des chemins de demain que j'aimerais me pencher. Concrètement, ces chemins de demain passent par la décarbonation, non seulement de l'économie, mais de la vie elle-même. Pour diminuer, par exemple, les émissions de CO2, nous n'aurons pas seulement besoin de nouvelles technologies. Il ne faudra pas seulement abandonner les secteurs les plus polluants, il nous faudra aussi transformer radicalement les procès de travail eux-mêmes, réduire massivement l'extraction, repenser les relations de travail qui structurent la crise climatique et pèsent sur les conditions de subsistance de millions de gens sur notre planète. Et cela, on ne pourra pas le faire sans de nouvelles connaissances. Et pour ouvrir de tels chemins de demain, nous aurons, deuxième point, besoin de connaissances tirées de toutes les archives du monde. Par exemple, dans les vieilles cosmologies africaines, il n'existait pas de différence entre la nature, le social et la culture. L'économie était écologie et l'écologie était sociale par définition. La plupart des mythes et épopées témoignent de la ténacité de la vie sur Terre, mais aussi de la grande fragilité des écosystèmes.
Et donc travailler dans ce contexte, c'était maintenir la planète vivante. Les communautés humaines savaient qu'elles dépendaient presque entièrement des hôtes vivants pour reproduire leurs conditions matérielles d'existence. Et pour moi, le concept d'un knowledge commons doit s'inscrire précisément dans cette perspective. Il n'y a pas de knowledge commons qui repose sur une seule des nombreuses archives du monde. Ces observations faites, il reste évidemment que nous vivons tous, comme en instantané, deux événements fondamentaux, à la fois systémiques et multidimensionnels. D'une part, l'équilibre des processus naturels de la planète, cet équilibre, il est en péril. D'autre part, le projet d'extension infinie du capital vise plus que jamais à réduire la société au marché et à assurer une mainmise technique intégrale, non seulement sur l'essence humaine, mais sur le vivant en général. Je veux dire que de tous les changements qui affectent le vivant aujourd'hui, et pas seulement nos sociétés humaines, deux méritent d'être examinés attentivement. Il y a d'abord, comme le rappelait il n'y a guère longtemps, et à juste titre, le regretté Bruno Latour, il y a le fait que nous sommes presque sortis de la niche climatique dans laquelle nous prospérions depuis des millénaires. Et cette sortie qui, au fond, s'apparente à une éviction, a été tout sauf soudaine. En fait, elle fait partie d'un tremblement général qui ne concerne pas seulement les choses physiques ou les choses climatiques, encore que les altérations humaines sur le système Terre se soient effectivement accélérées. Je crois que les secousses, on les observe aussi dans les façons dont nous avions, par exemple, coutume de concevoir la technologie et ses promesses. Nous les constatons dans les transformations qui affectent aujourd'hui les différents types de savoirs et le travail de l'esprit et de l'imagination. Bref, le statut de l'humain et ce que cela signifie d'habiter la planète. Et parce que cette secousse revêt l'allure d'un éclatement général et en bien des cas d'une destruction à la fois inqualifiable et sans limite du vivant lui-même, la commotion est donc aussi phénoménologique. Et c'est en effet l'existence en soi, dans toutes ces régions, l'écologie mentale, les écosystèmes psychiques et sociaux, c'est tout cela qui est remué avec force. Se pose alors, à mon avis, un ensemble de questions auxquelles nous n'échapperons pas et qui définiront peut-être le cours de ce siècle. D'abord, celles concernant non pas les schémas intellectuels ou de pensée, mais la sorte d'intelligence qui pourrait nous permettre de saisir ce qui nous arrive, d'en dire l'essentiel. Car je ne suis pas certain que cette tâche soit terminée et que nous serions arrivés au bout
du projet que sont la raison et la connaissance. Et si de fait, l'essentiel n'a pas encore été dit, alors il faudrait savoir en quoi consiste cet essentiel, la grande question du sens. En quoi consiste cet essentiel? Qu'est-ce qui empêche de le saisir? Et qui le dira et dans quelle langue? Je pense que ces questions doivent être posées parce qu'aujourd'hui, nous tendons à réduire l'intelligence et la connaissance à de simples outils. Des outils qui nous permettent de récolter et de traiter des informations et des données. Certes, avons-nous besoin d'outils capables d'extraire des données, de les trier, de les analyser, de les stocker, de les mettre en circulation. Mais nous avons aussi urgemment besoin de la sorte d'intelligence qui sache faire émerger le sens. Et dans les conditions qui sont désormais les nôtres, il ne suffit donc plus d'accumuler des données. Il faut aussi savoir accoucher du sens. Par exemple, les informations dont nous disposons sur le fonctionnement de la biosphère, sur les émissions globales des gaz à effet de serre dans le monde, des informations dont nous disposons sur la destruction de la biodiversité et l'extinction de certaines espèces, bref, sur les dérèglements planétaires, ces informations sont considérables. Mais cette somme de connaissances scientifiques ne nous sera véritablement utile que si l'on s'en sert pour accélérer l'émergence de ce qu'il faut bien appeler une nouvelle conscience planétaire. Cette nouvelle conscience, elle-même, n'aura de sens que si elle nous permet de convoquer une forme d'existence future qui, pour l'heure, n'existe qu'en pointillé. Cette nouvelle figure de la conscience, que j'appelle la conscience planétaire, n'est évidemment pas à confondre avec le cosmopolitisme ou la sorte d'universalisme de surplomb ou de conquête dont des penseurs tels que Souleymane Bachir Diagne ont montré les limites. Ni l'universalisme, encore moins le cosmopolitisme, on le sait, n'ont mis fin au déni des relations aux autres. La démocratie libérale, expression majeure de l'universalisme et du cosmopolitisme, on le sait, s'est fort bien accommodée du colonialisme et de l'esclavage. L'universalisme, autrement dit, n'a pas empêché le monde d'être régi sur la base du principe de la séparation. Mais ce n'est pas tout. Si nous voulons véritablement penser l'avenir comme interrogation et la planète comme une œuvre en chantier, alors nous devons nous pencher urgemment sur le deuxième phénomène sur lequel j'attire l'attention, la conversion de la production matérielle et des ensembles humains au numérique. En d'autres termes, la question de la technologie. Ici, il ne s'agit pas de laisser croire que toute innovation technologique mène nécessairement au salut, ou de réduire l'ensemble du devenir humain au computationnel.
De toutes les façons, le moment où il sera possible de transférer la copie structurelle du cerveau vers un support non biologique, ce moment, il est encore fort éloigné. Il est cependant vrai que l'histoire récente de nos sociétés pourrait être déclinée en deux périodes. Une période pré-numérique et une autre post-numérique. Le codage et le décodage par des machines intelligentes étant devenus un fait déterminant de notre temps, la question qu'il faut se poser est de savoir s'il y a encore une place dans la vie commune pour la conscience et la raison, pour la personne et pour le sens, dès lors que le transfert général du vivant et du non-vivant sur des réseaux devient la norme. Et donc, il nous faut examiner quelles sont les conséquences des ébranlements que je viens d'énumérer, quelles en sont les conséquences, non seulement en termes d'innovation, mais aussi de vulnérabilité. Et donc, je pense que ces questions sont absolument importantes si, au-delà du savoir comme production d'outils, production de données, stockage des données, on veut se ressaisir de la question du sens dans un monde devenu planétaire. Et je pense que l'UNESCO est précisément le lieu où ces interrogations fondamentales devraient pouvoir être partagées. Alors ces interrogations, il nous faut les partager dans un monde où l'on assiste à une recomposition des forces. Et je voudrais dire un petit mot au sujet de cette recomposition des forces. Parce que il faut bien reconnaître que le système international continue tout de même de reposer sur un emboîtement très complexe de souveraineté et de juridiction. Il y a évidemment la souveraineté des États. On sait qu'elle subit maintes érosions, mais on ne fera pas sans la puissance publique. Et l'urgence n'est pas tant de s'en débarrasser que de la transformer en une puissance véritablement capacitante. Mais à côté de la souveraineté des États, on voit très bien comment émerge par ailleurs un ensemble d'autres formations plus ou moins souveraines, plus ou moins fonctionnelles. C'est le cas, par exemple, des plateformes, au premier rang desquelles se trouvent les entreprises technologiques extraterritoriales. Et ces plateformes, on le sait par ailleurs, n'exploitent pas seulement les ressources naturelles des territoires dont elles se servent pour produire des appareils connectés, mais aussi les ressources psychiques des individus. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'autorités faisant droit, mais souvent de machines qui, en plus de capter en permanence les ressources émotionnelles, qui servent, si vous voulez, de carburant à la consommation, prétendent à l'efficience. Et le soin de la biosphère n'est certainement pas leur premier souci. Et donc, aucune de ces deux formes contemporaines de la souveraineté n'est totale. Mais elle s'imbrique d'une façon qui a manifestement un impact dans le champ de la connaissance, de la culture, des arts et des idées. Mais surtout, nous sommes loin d'avoir établi un ordre international solidaire qui transcenderait les souverainetés nationales. Et on l'a bien vu à la faveur de la gestion de la Covid-19, par exemple, ou d'autres crises sanitaires.
En revanche, la technologie, les médias, la finance, bref, une constellation de forces, aussi bien physiques, naturelles que digitales, est en train de tisser des mailles et des fractures entre toutes les régions du monde. Elle fait fi des frontières étatiques où, paradoxalement, en s'y appuyant, elle tisse une chaîne planétaire qui est fort différente des cartographies officielles. Ce tout est le résultat d'enchevêtrements divers. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une trame du monde qui est en train d'émerger. Et cette trame du monde constitue peut-être le plus grand déplacement de notre temps. Et il s'agit donc de tirer toutes les conséquences de ce déplacement, et c'est ce que je vais faire rapidement. La première conséquence consiste à prendre la mesure, la pleine mesure, de ce que signifie vivre sur la même planète avec les autres êtres vivants. Vivre ensemble sur la même planète signifie, de mon point de vue, apprendre à en prendre soin, apprendre à la réparer et surtout à la partager. Le soin, la réparation et le partage sont, de ce point de vue, les conditions même de sa durabilité et de la nôtre. Ça, c'est la première conséquence. Et elle a un impact sur le type de connaissances que nous voulons produire. La deuxième, c'est de multiplier les ponts et les passages, afin précisément que rencontre il puisse y avoir et qu'ensemble, nous puissions enfin nous libérer des visions univoques de l'histoire et davantage encore que nous puissions nous libérer de la tentation coloniale de toujours vouloir hiérarchiser les êtres, les cultures et les choses. Urgence donc de décolonisation. Parce que ce à quoi appellent les temps, c'est à ouvrir largement la voie à d'autres manières d'habiter la Terre, dans l'espoir de faire de celle-ci un véritable refuge, non seulement pour quelques-uns, mais pour tous, humains et non humains. C'est cela la deuxième conséquence. Et elle a un impact sur le type de connaissances et de savoir que nous voulons produire. La troisième consiste à réhabiliter l'idée du tout-monde, une idée qui avait été développée récemment par Édouard Glissant. L'idée du tout-monde, c'est-à-dire l'idée une idée qui se tient en totale rupture avec toute forme de clôture sur soi, que celle-ci prenne la forme d'une fermeture territoriale, nationale, ethno-raciale ou religieuse. Et cette idée du tout-monde s'oppose par ailleurs à la sorte d'universalisme autoritaire qui se trouvait précisément au fondement de l'entreprise coloniale, un universalisme de conquête qui cherchait à s'actualiser, non en une multiplicité de corps et d'existants, mais en un corps unique
arbitrairement tenus pour le seul et unique corps véritablement signifiant. Et enfin, dans l'esprit du tout-monde, tel que nous l'a légué Édouard Glissant, la culture et la traduction sont d'abord des invitations à sortir de l'ignorance voulue ou imposée, à découvrir nos propres limites, à apprendre à naître avec d'autres, c'est-à-dire à briser les miroirs dont on attend qu'ils nous renvoient inévitablement une image de nous-mêmes. Dernière conséquence, et je m'arrêterai là, l'impact de tout ceci sur deux idées fondamentales, l'idée de la réparation et l'idée du développement et du droit. Évidemment, je comprends que les termes de restitution ou de réparation sont devenus des termes polémiques, mais souvent pour de bien mauvaises raisons. Parce qu'ils rappellent chez beaucoup l'idée de repentance, comme si accepter ses responsabilités et se repentir au besoin étaient en soi des gestes futiles. Mais je pense qu'il y a une conception de la restitution et de la réparation, certes incomplète, inachevée, mais très utile, qui nous vient de l'expérience sud-africaine. Expérience dans laquelle réparer, c'est d'abord faire justice. Il y a un besoin de justice, justement, en ce qui touche à la politique de la connaissance. Justice épistémique, comme l'appellent beaucoup de critiques. Donc réparer, c'est reconnaître que quelque chose a été brisé et s'efforcer de le remettre patiemment bout à bout. Et donc, bien comprise, la politique de la réparation est la conséquence directe de la politique de la reconnaissance. Et donc, je pense qu'au fondement de ces trois moments, la reconnaissance, la réparation et la justice, se trouve l'exigence de vérité, laquelle vérité ouvre à son tour la voie à la responsabilité et fait en sorte qu'à la place des liens qui enchaînent, on peut en tisser de nouveaux qui libèrent. Et c'est ça la fonction de la connaissance. Rétablir la vérité afin que celle-ci puisse nous permettre de tisser de nouveaux rapports, mais des rapports qui libèrent. Et qui libèrent non seulement nous-mêmes, mais l'ensemble de la planète, et qui rendent possible sa réparation, son partage et par conséquent sa durabilité. Et donc je pense que la réparation, l'obligation de justice et le soin constituent en vérité une seule et même trame. Les grandes tâches à assigner à la connaissance à notre époque, marquée qu'elle est par la question de l'écologie générale. Et dans ce sens, donc, ce que l'on a appelé le développement reposerait sur cette exigence de justice, justice qui elle-même est une tâche par définition interminable. Mais c'est une tâche qui commence par la connaissance et sa transmission. Et donc, les nouvelles formes de développement devraient être conçues à partir de ces idées de soin,
de la reconstruction des milieux de vie, des sols et des habitats, des savoirs et des capacités, bref, du vivant. Il s'agit donc de repenser les savoirs et la connaissance à partir d'une conception élargie du soin, une conception élargie de la santé et de la réparation. C'est ainsi que nous serons en mesure de contrer l'épuisement sous toutes ses formes et de compenser la destruction à la fois des corps, des sols et des esprits. Je vous remercie pour votre attention.